Bonjour Fabien, merci. Laurent, vous êtes Head of Product Marketing Management France chez Altares. Et également avec nous Gilles Lambert. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Gilles, vous êtes Product Marketing Manager toujours pour Altares. Et comme pour toutes les autres conférences, j'ai également le plaisir d'être entouré de nos deux experts des maths, éco-responsables, Pierre Fuseau, fondateur de Cerda Conseil. Rebonjour Pierre. Rebonjour. Et Guillaume Volat de la coopérative Carbone. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alors, comme je disais en préambule, on va parler tout particulièrement de la facture électronique qui deviendra obligatoire à partir de juillet 2024 pour rappel. Avant cela, un petit tour éventuellement du côté des indicateurs de la dématérialisation éco-responsable avec vous, Pierre et Guillaume. Alors, Pierre, je vais te donner le S'il te plaît. droit. Voilà. Yes. Voilà. Et est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit tout. Eh ben c'est parfait. Voilà. Juste, je me permets de rebondir effectivement sur. On a fait le même exercice, hein, privé, public, chaîne de la commande, de la facturation. Cette fois-ci, au niveau public, c'est la chaîne comptable, qui sera commentée par Guillaume. Et je pense que pour ceux qui nous ont suivis dans la séquence précédente, dans la séquence précédente, c'est-à-dire la capture, le traitement des entrants, etc., c'est quand même très émissif en fait. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que à partir de 100%, on réduisait de 61% et de 88% quand on est effectivement en full des maths. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de traitements à effectuer. À partir du moment où on a effectivement traité cette matière entrante, eh bien, la circulation interne, on reverra aussi ensuite la facture électronique et puis ensuite le stockage, hein, évidemment. Mais derrière, il y a effectivement les traitements des factures, les traitements des commandes, les traitements des anomalies, des bugs, etc., des avoirs, etc. Et donc, du coup, on a une capacité à baisser par rapport au flux papier de manière infiniment plus considérable, puisqu'on arrive en point 3 à 95%. Donc, on passe de 10 tonnes 6 à 0,5 tonnes, et qui est effectivement la full des maths, en fait, hein, en passant par le flux hybride. Mais ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, à partir de 100%, on descend très vite, hein, puisque effectivement, on gagne sur de l'hybride à 86%. Et sur l'hybride, on est parti sur les mêmes règles, hein, c'est-à-dire 30% de physique, 40% d'email, 30% de portail. Hein, donc, ça rentrait effectivement, et ensuite, ça a été traité. Et ensuite, on arrive à 95% de gains, hein, en fait. Et puis après, derrière, au lieu d'avoir effectivement 50 arbres, on n'a plus que 25 arbres en fait à planter, donc on diminue par 2. Alors, le tout s'accumule, hein, on est bien d'accord, mais le coefficient de performance, dès lors que l'entrant a été traité, la capture a été traitée, eh bien, le circulant interne, effectivement, permet de gagner énormément en gaz à effet de serre, en fait. Voilà, pour le privé, c'est vraiment ce qu'on observe. Sur le public, il y a peut-être davantage ordonnateurs, payeurs, mais Guillaume, je te laisse le sujet. Oui, tout à fait. Effectivement, on va retrouver les mêmes logiques que pour la session précédente. Donc, ce référentiel, effectivement, il a le mérite d'exister et il vous permet, en fait, pour vos processus métiers de dématérialisation au sens large, de pouvoir comparer des choses comparables. Donc, pour côté public, vous savez que la chaîne comptable s'est dématérialisée depuis quand même déjà pas mal de temps et qui c'est aujourd'hui en place et complètement dématérialisée. Donc, on a fait, on va dire, l'exercice juste de reconsidérer si on traitait ça en flux physique, donc si on recevait les factures, que ce soit par mail ou même par lettre, de tous nos fournisseurs, donc nos 25 000, à peu près nos 25 000 factures par an, voilà, ça représente à peu près une émission par an en termes d'équivalent CO2 de 5 tonnes. Et en dématérialisant complètement le processus, donc de la réception de la facture par Chorus, donc il y a une plateforme hyper mutualisée pour toutes les collectivités ou même toutes les administrations publiques, on arrive à diviser plus que par 2 les émissions de ce processus métier
qui est le paiement de la facture, qui pour les collectivités s'exécute en 2 temps ensuite, la collectivité reçoit la facture, mais ce n'est pas elle qui paye, puisqu'on envoie, vous savez, des flux qu'on appelle des flux PES, protocole d'échange standard, à la DGFiP, qui, elle, s'occupe de payer effectivement les fournisseurs. Tout ça, aujourd'hui, c'est complètement en place, complètement dématérialisé. Ça a pris une dizaine d'années. Mais je pense que si on faisait le total de toutes les agglomérations, de tous les EPCI qui utilisent aujourd'hui, qui ont leur chaîne de facturation entièrement dématérialisée, par an, et au final, ça fait beaucoup de tonnes équivalent CO2 économisées et non rejetées dans l'atmosphère. Voilà. Et juste pour commenter, non, enfin, c'est quand même un petit bug, mais ce n'est pas un lapsus, hein, ni un acte manqué. La compensation se fait bien avec des arbres et non pas avec des petites voitures qu'on plante. Donc là, bon, bah, c'est un picto qui a glissé. Mais bon, voilà, c'est pour le J'avais joke. pas vu, ouais. Ouais, bah, non, mais le jeu des 7 erreurs, quoi. voilà, on les a relus, on les a pas vus. Elles sont Voilà. vertes les clôtures, elles doivent être électriques quand même. Voilà, on les a plantées, puis elles absorbent du CO2, mais bon, ça, j'aimerais bien effectivement les connaître. Voilà, juste pour cette petite présentation de repères en termes de toujours mesurer pour pouvoir réduire, c'est le principe de base. Ouais, Et après, effectivement, on attaque sur, ou en parallèle, en fait, hein, sur les aspects des data centers plus vertueux, des déchets beaucoup mieux gérés, du reconditionné, etc., etc. Et là, je reprends effectivement le lien avec la keynote d'ouverture. Évidemment, ils sont complètement invités là, mais vous voyez effectivement que c'est à la fois le papier, le tout numérique, et c'est tout ce travail en fait de traitement des flux qui permet de réduire et de contribuer en fait à la réduction des gaz à effet de serre. Ouais. Et je dirais ajouter que le référentiel, on a fait l'exercice avec Pierre sur beaucoup de processus métiers. Et en fait, on peut l'utiliser, il n'y a pas tellement de trous dans la raquette. Il y aura sans doute une version 2 un jour un peu plus affinée avec d'autres indicateurs, mais aujourd'hui, ça vous permet de mesurer les émissions de vos processus métiers pratiquement à 100%. Et donc, de vous poser les bonnes questions. Merci à tous les deux. Alors, je me permets juste une question sur la méthodo qui émane de la conférence précédente, mais j'en profite car la personne est toujours là. Il serait intéressant d'expliquer pourquoi une telle différence publique-privée indépendante de la chaîne traitée. C'est assez flagrant. Le privé serait-il davantage sensibilisé? Qu'en pensez-vous, Pierre et Guillaume? Alors là, on est a priori sur le principe de la complexité, c'est-à-dire Guillaume évoquait la DGFiP, les flux PES, etc. Et donc du coup, il y a plus de processus, hein, puisqu'il y a les processus d'ordonnateurs, de payeurs. Ils sont aussi présents dans les entreprises privées, puisque effectivement, il y a la direction métier qui donne son accord, etc. Et donc il y a la comptabilité qui paye, mais c'est beaucoup plus réduit, beaucoup plus simple, et les circuits sont plus courts. Donc voilà. Donc moi je dirais effectivement qu'on est effectivement sur ces problématiques plus engageables en fait au niveau du privé par rapport effectivement au public. Après, le public a déjà beaucoup simplifié, est en train de continuer de simplifier, mais il y aura toujours effectivement ce principe de contrôle, d'ordonnateur, de payeur, qui est le fondement de la dépense publique en fait. Voilà, je ne sais pas, Guillaume, Tout à fait. si tu… Non, j'ai rien à rajouter. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ces J'espère avoir répondu à la explications. question. Parfait. Merci pour Alors, la je vais question. passer maintenant la main à Laurent et Gilles. Lequel de vous deux nous projette son écran? Alors, c'est moi qui vais tenter de partager un écran. Je vous envoie ça tout de suite. J'essaye. Oui, pardon, il faudrait que tu me donnes la main. Voilà. Alors, j'ai 2 écrans. Lequel va… Ah oui, pardon. C'est ici que ça se passe. Partager un écran. Non, c'est pas ça, pardon. Voilà. Je cherche. Alors, qu'est-ce que… On voit GoToWebinar connecté. Ah, non, c'est pas ça. Bon, On est bien sur GoToWebinar, il n'y a aucun problème. Alors, attendez.
Ah, j'ai un Sur le temps, problème Laurent, de... j'ai la presse. j'ai un petit... Attends, je vais quand même essayer de trouver rapidement. Un petit Fabien, peu tu peux la sans prendre, Fabien, ou pas? Oui, je peux prendre. personne. Alors, pourquoi? Ah oui, j'ai trouvé. C'est bon? Ouais, faut faire... Redonne-moi la main et c'est clic droit en fin de compte. Ok, tac. C'est clic droit. Voilà. Attends, ça va le faire. Juste 2 secondes, voilà. Voilà. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Pour tout le monde. Voilà, ok, c'est parfait. Super, voilà. Bon, merci à tous et merci Fabien. Donc, merci d'abord à Archimag de nous avoir invités. On est très honorés d'être présents ce matin, de partager ce thème passionnant de la digitalisation, l'éco-responsabilité. C'est un thème qui anime Altares depuis pas mal de temps, puisque vous allez le voir, même si on a un discours sur la donnée d'entreprise, eh bien, on voit que nos nombreux clients agissent sur ce terrain-là et concourent à l'éco-responsabilité, et j'ose même dire aux démarches, aux programmes de RSE. C'est aujourd'hui, j'allais dire la mode, mais non, c'est même une loi maintenant, où la data va venir contribuer à la partie RSE. En écoutant tout à l'heure Madame Buscal, elle parlait du traitement de la data en lieu et place du document à papier. Nous avons chez Altares l'usage de parler de la migration vers l'immatérialité à valeur. C'est un mot un peu pompeux, mais qui dit bien ce que ça dit sur ce terrain-là. Alors, comment la facturation électronique va s'inscrire dans une démarche d'éco-responsabilité, c'est un point qu'on va aborder avec Gilles, que tu as présenté, Fabien, mais peut-être Gilles, tu veux dire un petit mot sur toi, chez Altares? En fait, effectivement, j'occupe la fonction, comme le disait Fabien, de product marketing, qui consiste en fait à présenter les évolutions de notre marché, mais également d'écouter les évolutions de notre marché. Qui m'intéresse sur cette prise de parole, effectivement, sur ce sujet passionnant, comme le disait Laurent, de l'éco-responsabilité et le mix qu'on peut faire également avec les impacts financiers sur les entreprises. On va voir ça. Alors, quelques petits mots quand même sur Altares. Nous sommes un groupe qui a 50 ans, c'est bien de le dire, c'est très ancien sur le domaine de la collecte de l'information des entreprises. Alors, très concrètement, hein, on collecte énormément d'informations sur les entreprises, alors, sur nos territoires, mais également avec nos partenaires dans le monde entier. On les structure, on les analyse, on les agrège, on les enrichit, on les rend intelligentes avec une multitude de scores, d'indicateurs qui sont proposés, qui vont faciliter les entrepreneurs à prendre des décisions à la fois au niveau de direction et très opérationnel sur le secteur public, sur les entreprises corporate, sur le secteur financier également. Nous sommes très présents et notre valeur, c'est d'ajouter notre expertise dans toute la chaîne de valeur des entreprises. Alors, on est partenaire exclusif en France, au Benelux, au Maghreb, du groupe Dun & Bradstreet, qui est encore plus ancien que nous. On parle de 1871. Le réseau international de données B2B. On a annoncé récemment 500 millions de tiers dans notre base de données. C'est quand même une référence dans le monde. Et en termes de données, on fait quoi concrètement? On collecte de nombreuses données. On a 30 000 sources dans le monde pour collecter toutes ces données-là, 900 en France quand même. Et notez-le, hein, quotidiennement, nous notons 5 millions de mises à jour quotidiennes. Donc, c'est énorme. Hein. Le monde bouge et il bouge rapidement en termes d'information d'entreprise. Alors, très concrètement, on répond à des enjeux de risque financier, bien sûr, des données liées en lien avec la conformité. On parlait tout à l'heure, Madame Buscal en parlait également, mais la loi Sapin de LCBFT, etc. Les enjeux de supply chain, c'est très important aujourd'hui d'avoir une confiance dans sa chaîne de valeur amont, aval bien sûr, mais amont, jusqu'au rang 5, rang 7 par exemple, avec de la donnée ESG qu'on intègre. Et bien sûr, tout ça est basé sur un socle qui s'appelle la fiabilisation des données. Et on va le voir que c'est un élément
de cette action d'éco-responsabilité. Donc, on va vous partager tout ça ce matin. Alors, l'agenda, très simple. On va tout d'abord parler avec Gilles de la consommation papier dans le cadre de la gestion des tiers clients. Je pense Gilles, voilà. Donc, on va regarder ça. Comment la gestion de ce poste client et cette digitalisation va maximiser l'impact financier. Alors là, on est plutôt dans le domaine altarécien. On va parler de la facturation électronique, assez classique, des choses que vous connaissez tous, hein, les dates, les processus, etc. Mais quelle est l'étape amont qui est nécessaire sur cette facturation électronique? Donc, le chemin qu'on va vous expliquer, il est à l'envers par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On va le prendre à l'envers, on va remonter l'histoire que toute entreprise devrait faire, on conseille de faire, pour s'inscrire dans une éco-responsabilité de la data. Voilà. Donc, Gilles, je te laisse la parole sur cette partie-là. Effectivement, donc mon rôle aujourd'hui, ça va être un peu d'écrire l'avant et l'après concernant la digitalisation du processus. Et cet avant et après, effectivement, vous allez voir, a des conséquences sur l'éco-responsabilité, mais également sur les enjeux traditionnels, je dirais, des entreprises qui sont le cash, le profit, etc. Donc, on va voir effectivement sur ce slide, lorsqu'on va parler du processus traditionnel, qu'on va appeler chez nous order to cash, hein, donc qui va de la commande jusqu'au paiement. On a effectivement un certain nombre d'étapes qui étaient générateurs de consommation de papier, et on va voir effectivement l'impact que ça pouvait effectivement avoir et comment on peut améliorer cette partie-là. Alors, on va commencer par la commande. J'ai sévi pendant quelques années en tant que commercial, à l'époque où on signait les bons de commande, et on avait une phrase qu'on retenait tous, c'était appuyez bien fort parce qu'il y a 4 exemplaires. Donc, le bon de commande, c'était pas un bon de commande, c'était plusieurs exemplaires. Donc, vous voyez, effectivement, imaginez déjà la consommation de papier qui était générée par ce simple multi-exemplaire pour un seul document, que c'est le bon de commande, et qui s'expliquait parce que fallait un exemplaire pour un comptable, il fallait un exemplaire pour notre client, il fallait un exemplaire pour nous, commerciaux. Voilà, donc effectivement, un seul document, mais déjà 4 exemplaires, et on en signait beaucoup de commandes, ça pouvait effectivement représenter déjà une masse conséquente. Une fois que la commande est signée, on passe donc dans le deuxième étape, qu'on appelle décision de crédit. Alors, l'étape de décision de crédit, c'est quelque chose d'assez simple, et que toutes les entreprises sont amenées à faire lorsqu'on travaille avec d'autres entreprises, c'est-à-dire décider quelles sont les conditions de paiement qu'on peut accorder à telle ou telle entreprise. C'est assez simple, hein. C'est cette entreprise, on constate qu'on a effectivement un certain nombre d'informations négatives sur elle, et du coup, effectivement, on va demander des garanties pour pouvoir effectivement travailler, ou au contraire, cette entreprise va bien, et on va facilement lui accorder un paiement en 45 jours, un paiement avec des modes de paiement plutôt sereins. Donc, cette décision de crédit, elle se prend sous forme d'informations. Donc là, je mets encore dans la vie d'avant. Ces informations, on va appeler ça des rapports. Certains aiment bien aussi faire de l'analyse financière. Donc, c'est ceux à qui ça évoque quelque chose, c'est la fameuse IAS-CERFA, qui représentait beaucoup d'exemplaires, un rapport d'information. Ça pouvait faire 5 pages, 10 pages, 20 pages. Imaginez lorsqu'on est amené à prendre 30 ou 40 décisions par jour. Là également, la volumétrie de papier que ça pouvait effectivement représenter. Décision de crédit prise, la commande validée, on passe à l'étape de facturation. Alors, l'étape de facturation, c'est effectivement un papier, hein, un document, sauf qu'il faut l'envoyer par courrier. Donc, ça veut dire timbre, ça veut dire poste, ça veut dire effectivement enveloppe également. Parfois papier également d'accompagnement. Donc là encore, une consommation papier qui est assez volumineuse. Et je vais passer sur l'étape de réédition de la facture, parce que ça arrive aussi régulièrement. L'entreprise dit je n'ai pas reçu la facture, donc il faut réenvoyer la facture. Donc ça fait encore autant d'exemplaires. Le point qu'on n'a pas évoqué à ce niveau-là, c'est OK, on crée les documents, on a cette matérialisation qui se fait, il faut aussi le stocker. Le stocker, ça veut dire aussi, à ce moment-là, effectivement, des grosses armoires, de la place, des mètres carrés. Les mètres carrés à Paris, ils sont relativement chers, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément éco-responsable. On en a
déjà parlé. Et puis, et peut-être c'est le point sur lequel on peut insister le plus, c'est la partie recouvrement. La partie recouvrement, effectivement, est extrêmement générateur de consommation. Bien sûr, il y a la reddition de facture, on en a parlé, mais généralement, une entreprise, pour suivre le paiement de ses clients, édite ce qu'on appelle, ce que les comptables appellent la balance AG. Cette balance AG, c'est plusieurs pages. C'est parfois de nombreuses pages. Mais la balance AG a une spécificité, c'est qu'elle n'est jamais à jour. Il y a systématiquement de nouvelles factures à produire, des règlements qui sont arrivés, qui fait que ce document, qui est donc ce suivi de l'ensemble des montants dus par nos clients, en retard ou pas en retard d'ailleurs, est systématiquement, a nécessité systématiquement d'être remis à jour et donc d'être réédité. Et quand je rencontrais les agents de recouvrement, ils m'expliquaient tous qu'effectivement, ils éditaient leur balance AG une fois par jour. Je me souviens même, petite anecdote, d'un agent de recouvrement qui était très fier des progrès qu'il avait fait faire à son équipe sur le recouvrement, qui avait permis donc de diminuer le nombre de lignes, donc de produire un document plus petit, et qui me disait, qui m'expliquait qu'il était très content parce que cette fois-ci, il n'était plus obligé de recharger son imprimante en nouveau papier, vous savez, les fameux papiers avec les bandes carottes qu'il y avait sur le côté, qui étaient donc des documents qui étaient relativement lourds et, comme je vous disais, systématiquement avec une partie non à jour, donc à réalité tous les jours. Et puis pour finir, le paiement, effectivement, le paiement, c'était le paiement par chèque, c'était le paiement par lettre de change, donc à nouveau envoi postal, etc., etc. Donc à nouveau, effectivement, consommation. Donc on voit effectivement l'ensemble de ce processus est était extrêmement consommateur de papier et pas seulement, donc absolument pas éco-responsable. Et lorsque nous, on regarde également, d'un point de vue enjeu traditionnel, c'est le slide suivant, sur les enjeux traditionnels, on voit aussi des conséquences. Alors, toute la partie argent dehors, c'est effectivement de la trésorerie en moins pour les entreprises. Tout ça représente un coût. Le coût, alors, maintenant que l'inflation, effectivement, a progressé, on pourrait prendre une inflation à 6% ou une inflation à 3%. C'est des montants qui sont non négligeables. Donc, une perte très claire pour les entreprises, un cash en dehors de l'entreprise. Il faut savoir, par exemple, que 25% des défaillances en France sont déclenchées par les retards de paiement. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est absolument pas neutre, à la fois sur la notion de trésorerie pour les entreprises et également sur le risque de défaillance. Donc, on voit ce processus, order to cash, c'est un processus qui est pas éco-responsable, en tout cas, n'est pas éco-responsable, et représente effectivement des coûts financiers extrêmement conséquents. Alors, qu'a apporté la digitalisation? On va faire machine arrière, on va rembobiner, c'est le slide suivant si tu veux bien, Laurent. Ouais. On va rembobiner cette histoire. Le slide a disparu, mais je peux continuer l'histoire. Oui. Non, le slide a disparu Ah, non. Ah mince. Mais bon, vous vous souvenez, il y a 5 étapes. La dernière étape, c'est le paiement. Comme par hasard, c'est le paiement qu'on a vu effectivement digitalisé en premier. Je pense que l'intérêt était effectivement un intérêt financier, mais aussi de sécurisation. On n'aime pas trop les transferts de flux matériels. Super. Donc, effectivement, les paiements, les LCR magnétiques, les virements, etc., ça sont arrivés très, très vite. Et c'est vraiment ce qui a été digitalisé en premier. Et l'intérêt pour les entreprises, d'un point de vue financier, sur les enjeux traditionnels, c'est de récupérer l'argent plus rapidement, de gagner 1-2 jours de trésorerie. Et ça, c'est également extrêmement intéressant. Donc là, effectivement, premier exemple d'intérêt éco-responsable et d'intérêt financier pour les entreprises. Le recouvrement, ce qui était ultra consommateur de papier. Bien évidemment, la balance AG n'est plus à être imprimée. On peut oublier les bancaroles sur le côté. Et l'intérêt pour un agent de recouvrement, c'est d'avoir systématiquement une situation à jour. Et donc consulter sur son écran une situation qui est à jour, ce qui évite effectivement de mauvaises actions. Donc ça améliore la
productivité des équipes. On peut avoir aussi un meilleur pilotage parce qu'on peut combiner les informations à la fois de la balance AG avec des éléments comptables ou avec des éléments commerciaux. Donc, ça fait effectivement également plus d'efficacité, plus d'efficience dans le processus de recouvrement. Et donc, c'est également un gain puisque ça fait moins d'argent dehors, ça fait moins de pertes. Donc, là encore, toujours cette combinaison d'intérêts sur l'éco-responsabilité et la partie financière. Alors, concernant la facturation, et on va le voir, hein, c'est effectivement un sujet extrêmement d'actualité. Laurent va en parler sur la réglementation de la facturation électronique. Et là également, hein, le gain est assez évident, également en termes de consommation de papier. La décision de crédit, c'est également quelque chose d'extrêmement intéressant. On va s'y arrêter un peu parce que c'est d'abord le métier d'origine d'Altares, mais parce qu'effectivement, ce sont des gains qui sont assez clairs également. Donc, on a oublié, maintenant, on n'imprime plus les rapports d'information. L'analyse financière se fait directement par écran. Mais surtout, cette digitalisation a permis aussi une amélioration très nette des processus. On a effectivement des clients qui automatisent complètement leur processus. Donc, on gagne en productivité, en efficacité. Également, on peut combiner les informations de facturation avec les informations commerciales, avec l'historique de comportement de paiement qu'on peut avoir sur tel ou tel client. Donc, en fait, on améliore également très sensiblement la qualité de ses décisions de crédit. Donc, moins de papier, c'est évident, mais également de meilleures décisions, c'est-à-dire moins finalement d'impayés, puisque la décision de crédit sert à ça, c'est à éviter effectivement l'impayé. Si notre système est beaucoup plus efficient, on évite effectivement ces impayés. Et puis, je pense qu'on a tous maintenant, les commerciaux en tout cas, oublié la fameuse phrase de « appuyer plus fort, monsieur », parce qu'il y a quatre exemplaires. Il y a maintenant la signature électronique, c'est beaucoup plus sécurisant, c'est beaucoup plus sûr, ça valide beaucoup mieux. Et donc, là, également, on est tous gagnants d'un point de vue trésorerie, comme d'un point de vue profit, comme d'un point de vue éco-responsabilité. Donc, vraiment, c'est… alors, on aurait pu faire effectivement le même exercice avec la comptabilité fournisseur et voir effectivement les mêmes gains. Mais on voit effectivement, et c'est ce qu'on a, Laurent et moi, apprécié dans cet exercice, de trouver effectivement les liens qui existaient entre éco-responsabilité et enjeux traditionnels des entreprises. Alors, vous avez vu, effectivement, on va parler de facturation électronique. Laurent va nous décrire effectivement ce processus et vous allez voir effectivement le lien avec la data parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de règles absolues à mettre en place lorsqu'on veut effectivement travailler sur la facturation électronique. On a eu, nous, l'expérience avec Chorus Pro. On a aussi l'expérience de nos amis italiens qui sont passés à la facturation électronique. Donc, ça fait effectivement des éléments très intéressants à partager avec. Bon, je te donne la parole. Oui, parfait. Merci bien. Merci beaucoup, Gilles, de cette partie-là. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, à regarder justement comment cette digitalisation va optimiser la facturation électronique. D'abord, faisons un rappel sur quelques éléments assez classiques sur qu'est-ce que va imposer la facturation électronique dès cette année pour les très grandes entreprises avec ce fameux schéma en Y. Vous avez la partie fournisseur, la partie client, vous avez l'État aussi qui va jouer un rôle important. On a souvent dans la facturation électronique uniquement l'angle de ces plateformes de paiement qui vont jouer le rôle d'intermédiaire pour la traduction de la facturation électronique entre le client et son fournisseur. N'omettons pas que l'État va aussi intégrer de la donnée et pour récupérer plus rapidement notamment certaines sommes d'argent. Alors, ce schéma en Y, il est important. Il faut savoir que dans le flux qui va être demandé via la plateforme de paiement, il y a de nombreuses informations qui sont nécessaires, qui sont souvent absentes chez les entreprises. Nous le voyons tous les jours dans notre métier chez Altares et nous le voyons, vous le voyez sur l'écran, entre 5 et 10% des portefeuilles de tiers pour lesquels il manque les informations essentielles qu'on voit à l'écran. Alors, le Sirène, je le dis encore, nous avons fait un salon au mois d'octobre dernier, de grands clients, de grands comptes sont encore sur des bases de tiers fournisseurs sur lesquels le Siran n'est pas présent. Donc voilà, la première chose qui est importante à faire et on parle beaucoup de la facturation électronique. On a animé il n'y a pas très longtemps
un webinaire notamment avec d'autres acteurs. Et ce point-là est important. Hein. Donc, ce schéma en Y, on va le voir en termes de données. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses données qui doivent être partagées entre le client, l'entreprise, la plateforme de paiement et puis le fournisseur, avec, je me rappelle, hein, la barre horizontale du Y avec la partie état. Ça va se faire en 2 temps, ces informations-là. Dès 2024, hein, donc c'est l'année prochaine, énormément d'informations, le numéro de TVA intra-communautaire, le CIRAN, j'en parlais, quelques informations identitaires, le pays du client. Attention, pays, est-ce que c'est le pays en langue française, est-ce que c'est le pays dans la langue locale, est-ce que source d'initiale, tout ça c'est très bien normalisé et il faut que tout ça soit très bien précis. Alors, pour pas qu'on le retombe dans ce que disait Gilles, c'est-à-dire une facturation électronique qui n'arrive pas à son destinataire. Alors, ça fait exactement les mêmes effets. Recouvrement, paiement, on n'édite plus de factures et on ne va plus imprimer, comme tu disais, Gilles, mais le fournisseur ou le client ne paye pas la facture. Hein. Donc, on retombe dans les incidences de paiement et pour les PME, qui devront mettre la facturation électronique dans quelques temps, hein, eh bien, une grosse partie des PME sont en procédure collective. Là aussi, c'est une information que l'on suit quotidiennement chez Altares, parce qu'ils n'arrivent pas à faire rentrer l'argent de leurs clients. Donc, attention, vigilance là-dessus. Et vous avez vu, à partir de 2026, il y aura d'autres données qui devront être rajoutées là, pour un peu conférer pour respecter les règlements de la facturation électronique. Un point sur la facturation électronique, on parle souvent de tiers locaux, donc en France. Hein. Nous le voyons, nous avons des clients qui ont des partenaires à l'étranger. Eh bien, il faut savoir que la facturation électronique va également concerner les tiers qui sont à l'étranger. Hein. Donc ça aussi, un maximum de données bien complétées dans la partie. Eh bien, ça nécessite une très bonne anticipation, j'allais le dire comme tout projet, RGPD, Sapin 2, éco-participation, RSE, on le voit aujourd'hui, ESG, conformité, LCBFT. Donc tout ça, ça nécessite de l'anticipation. Nous, tous les clients qui ont réussi leur projet de migration, de digitalisation de la data notamment, on a vu des projets qui ont commencé 18 mois avant. La réflexion, qui va s'en occuper? Ce thème-là, est-ce que c'est l'IT? Est-ce que c'est la compta? Est-ce que c'est le service achat? Hein, il faut savoir que chacun de ces services a aussi des charges aujourd'hui en termes de digitalisation. Il faut bien identifier ceci. Ça dépend aussi également de la taille de l'entreprise. Donc, bien prévoir cette anticipation-là, elle est vraiment source de réussite. Sur les systèmes d'information, ce qu'on voit également, c'est que la facturation électronique engendre une réflexion sur l'homogénéisation des solutions de facturation, les ERP, les solutions de comptabilité. Lorsqu'on est sur des groupes qui ont plusieurs, même des ETI qui ont plusieurs sources de plusieurs logiciels, voilà, est-ce qu'il n'y a pas déjà une démarche à faire sur la partie ERP? Alors déjà, changer plusieurs ERP en un, c'est long. Et mettre en place la facturation électronique, ça nécessite également de l'anticipation, je le répète. Hein. Alors, ce qu'on ne voit pas très bien, c'est éviter évidemment les goulets d'étranglement, ne pas dépendre de la banque et surtout éviter les sanctions financières, puisque nous n'arrêtons pas de le dire chez Altares, mais un client qui ne vous paye pas, d'accord, ça peut être source de mauvaise note de solvabilité chez Altares. Hein. Et donc, ça veut dire que c'est visible par les investisseurs, par les banques, etc. Donc, c'est pas anodin ce genre de démarche. Hein. Bon, les bonnes relations avec les partenaires, bien sûr, et les flux entrants, ça, c'est l'évidence. En termes de calendrier, vous le connaissez tous, ce calendrier 2024, c'est l'année prochaine. Il faut à peu près 1 an pour faire bien les choses. On va voir quelques méthodologies. J'aurais pu rajouter les entreprises en fonction de leur taille, mais ça, vous trouvez ça aisément sur différents partenaires. Alors, tout à l'heure, je vous disais que nous racontions une histoire à l'envers là, chez Altares, puisque la première chose que nous faisons lorsque nous sommes exposés à des entreprises, des clients qui ont un enjeu de dématérialisation de la facture, dans le cadre de la facturation électronique, pour avoir
également pour participer également au programme, aux enjeux d'éco-responsabilité et de RSE. La première étape qui est faite, c'est la fiabilisation de la base de données des tiers. Je pourrais vous inonder de chiffres que nous voyons quotidiennement chez Altares. Nous étions encore hier soir avec des équipes qui procèdent à l'enrichissement, à la correction des bases de données. Chez Altares, c'est une activité très importante chez nous. Ils ont des cas où les entreprises sont encore très en retard, j'ose le dire, sur la qualité de leurs sources de données tiers. Alors, on appelle ça chez Altares la fiabilisation des données, et on va regarder pourquoi, à notre sens, c'est important de s'atteler à cela. Alors déjà, les doublons, les triplons, les quadriplons, c'est monnaie courante. Je vous donne un exemple. Récemment, chez un client, il y avait 13 fois le même client. 13 fois. Des acronymes, une adresse ancienne, une nouvelle adresse. Donc, les équipes commerciales créent les tiers clients sur un CRM sans forcément vérification. Donc, évidemment, on peut imaginer tous les incidents, les erreurs de paiement, d'adressage qui vont être effectuées. Je rappelle qu'on est bientôt sur la facturation électronique. La partie fournisseur n'est pas en reste, puisque là aussi, sur la partie fournisseur, il faut également que tout soit bien carré. Alors ça, c'est les doublons et les triplons. Mais sur les bases que nous recevons, 5 à 10% des tiers que nous recevons sont inactifs. Les entreprises ont fermé. D'accord? Donc, il y a des clients qui pensent avoir dans leur base un certain nombre de tiers qui, en fin de compte, n'existent plus. Alors, l'information est arrivée à la comptabilité, au service client, ça n'a pas été forcément mis à jour dans l'outil, on va voir les outils, mais voilà, c'est à peu près ce nombre-là. Donc, déjà, les doublons, les triplons, les sociétés inactives, c'est déjà un gros paquet. Il y a aussi une information importante, c'est est-ce que dans ce volume de tiers, il y a au niveau des tiers locaux, des tiers européens, des tiers à l'international, et également des tiers qui n'utilisent pas le langage, l'alphabet latin. Là aussi, comment est traduit en latin, en alphabet latin, l'identité de ce client. Nous avons, nous, des clients qui ont des partenaires en Asie, par exemple, au Moyen-Orient. Là, c'est normalisé, ça doit être également réfléchi. Et ces informations doivent être enrichies correctement. Et puis, un dernier point, ce sont également une information sur ces tiers qui sont en difficulté financière, en procédure collective, en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire. D'accord ? Cette information est importante. Nous fournissons tout ça chez Altares, bien sûr. Et là, c'est une étape qui n'est pas très longue chez Altares, puisque ce genre de diagnostic se fait rapidement chez Altares. Dans 80% des cas, c'est un traitement qui est automatique. On peut également aller plus loin. Ce n'est pas forcément la majeure partie des entreprises, mais on peut aller plus loin. C'est sur cette fiabilisation de la monitoring, d'avoir une information en temps réel s'il y a des changements d'adresse, de déménagement. Alors, je disais en introduction, 5 millions de mises à jour par jour, hein, dans le monde, hein, bien sûr. Le chiffre sur la France, je ne l'ai pas forcément. Mais là aussi, c'est important d'avoir ce genre de données. Alors, tout ça, ça s'appelle la fiabilisation. Je vais avancer dans ma présentation. Donc, là, on parlait des outils des systèmes d'information. Dans le cadre de la facturation électronique, il est bon ton de mettre les tiers clients et fournisseurs à un seul endroit. Vous avez le choix, le CRM, le RP, le SRM, des outils connus, SAP, Microsoft, Sage, etc. C'est vide, voilà, je vais faire le tour à peu près des acteurs. Sur des systèmes d'information que des grandes entreprises ont totalement créés de manière autonome. Donc ça, c'est important de décider où est-ce que vous allez la mettre. Parce que tous ces systèmes-là maintenant sont interfacés et ça permet d'avoir une seule source de données. D'ailleurs, le choix de l'outil, il est assez lié à la gouvernance du projet. Hein. Est-ce que c'est la partie client qui va s'en charger? Est-ce que c'est la partie achat, SRM? Est-ce que c'est plutôt la partie comptabilité, finance, ERP? Hein, c'est intéressant de voir où est-ce que ça va être intégré.
comment on intègre une fois que tout ça c'est fait, une fois que c'est mis à jour, comment on l'intègre dans ces outils-là? Très simplement, le mode fichier qui est envoyé sur des SFTP est mis à jour automatiquement. C'est une méthode qui est usitée par nos clients pour commencer. Alors, je n'ai plus d'écran, voilà. Ça permet de commencer rapidement. Bien sûr, les fameux web services ou API, là aussi, ça se fait aussi aisément. Mais vous voyez, il faut bien penser à tout ça parce que ça va vraiment éviter tout ce qu'a évoqué Gilles, les retards de paiement, la mauvaise notation chez Altares, la mauvaise relation avec ses fournisseurs. Et surtout, je disais, une bonne facturation électronique qui est mise en place, elle va conférer au client, je ne vais pas dire l'obligation, mais il n'y a pas d'échappatoire pour ne plus payer une certaine facture. Voilà, les mauvaises raisons qu'il y avait avant, j'ai pas reçu le courrier, j'ai pas reçu l'email, c'est pas la mauvaise adresse, on a changé d'établissement, on a changé de nom, ça. Là, ça n'existe plus. Hein. 5 à 10%, je le disais, des données qui sont mauvaises, 70% des PME en France qui sont en procédure collective à cause de retard de paiement de leurs clients. Quelques exemples de fiabilisation, je vais aller rapidement dessus, mais là, on a pas mal de choses qu'on met à jour. La raison sociale, on voit, nous, des choses, des acronymes, des abréviations, etc., qui sont insérées. On met tout ça à jour. On met tout à jour. On met également à jour, évidemment, le DUNS Number. Le DUNS Number, c'est le numéro unique qui a été inventé par Dun & Bradstreet et Altares. Là, je parle des années 1920. Hein, c'est un numéro unique par entreprise dans le monde entier. D'accord ? Donc, vous pouvez évidemment penser en sirène, en identifiant local. Ajouter le DUNS Number, on le fait d'ailleurs automatiquement, hein, on ne se pose pas la question, parce que ça facilite aussi l'échange avec les tiers à l'international. C'est un langage commun. Voilà. Alors, quelques autres exemples, base de référence, tout ça. On a un acteur qui est dans le secteur public et qui nous a contactés et qui avait cet enjeu-là, référentiel de tiers qui devait être amélioré, avec toutes les raisons que j'ai évoquées à l'instant, optimisation des paiements, alors dans le système CrossPro, qui est évidemment bien en amont, mais qui a les mêmes enjeux, hein, pas dire les mêmes problématiques. Ce qu'on a proposé, très simple, on a d'abord fait un diagnostic de la base. On reçoit ce qu'on nous envoie. Voilà, on ne peut pas mieux dire. On reçoit ce qu'on nous envoie dans la qualité. Et nos équipes, hein, c'est une dizaine de personnes à temps plein, plus des équipes outsourcées, qui vont regarder, qui vont faire un diagnostic, une active, doublon, etc. Je reviens là-dessus, et qui vont enrichir tout ça. Hein. Là, ça a bien marché puisqu'il était assez serein. Alors, je le dis, ce diagnostic, chez Altares, il est gratuit, donc vous nous envoyez ce que vous avez, on vous fait un premier rapport avec des histogrammes, un rapport assez complet. Vous avez aussi une information qui est assez souvent absente dans les bases de données CRM, SRM, c'est est-ce que le tiers avec qui je travaille, c'est un établissement, est-ce que c'est le siège, et est-ce que ce tiers appartient à un groupe? Je vais vous donner un exemple que nous voyons chaque fois. Nous mettons à jour les bases de données de tiers et on se rend compte que 3-4 clients qui sont gérés de manière indépendante appartiennent au même groupe. Okay. Donc on voit que le chiffre d'affaires qu'il fait avec ce groupe peut être vu d'une autre manière. Également sur la partie fournisseur, le fameux spend. Hein. Quand on regarde les fournisseurs de manière indépendante, on a une activité de spend avec chacun d'entre eux. Parfois, ils peuvent tous appartenir au même groupe. La négociation à l'achat peut être facilitée. Voilà. On intègre également des informations ESG, ça c'est évident. Voilà. Et ce diagnostic est gratuit, je reviens pas dessus. Et ce qu'on voulait résumer, on est dans les temps impartis, il nous reste une ou 2 minutes. Voilà. Fabien, on est tout poil. On voulait vous résumer cette histoire-là. Cette histoire qu'on a pris à l'envers aujourd'hui avec vous, mais que nous commençons avec la fiabilisation. On voit bien que la digitalisation va supprimer des contenus papier et contribuer à l'éco-responsabilité. On ne revient pas dessus, vous l'avez longuement partagé ce matin. Elle va faciliter la gestion administrative du poste client, facture, paiement. Gilles est expert là-dessus. Elle va contribuer aux résultats financiers, c'est important. Ça. Hein, nous, ça intéresse lorsqu'on voit un tiers qui a une mauvaise note financière, on creuse et on voit que c'est dommage. C'est dommage. J'aurais pu avoir des petites décisions simples permettant d'avoir une note honorable qu'on fait vers les financiers, les investisseurs, les partenaires, etc.
D'accord? Donc ça c'est important, à l'amélioration du résultat financier. Elle va accélérer le processus et le changement avec, on l'a vu, des décisions qui peuvent être prises en interne. Et elle va également contribuer à cette optimisation de la base de tiers, cette fiabilisation, j'en parlais, et qui va maximiser cette digitalisation. Donc là, on a raconté l'histoire à l'envers, mais on commence par déjà savoir avec qui vous travaillez. J'aime beaucoup cette phrase. Savoir à qui vous avez affaire lorsque vous faites des affaires. Déjà, votre base de tiers aujourd'hui, client-fournisseur, on la regarde, on l'analyse, on fait les premiers constats, c'est gratuit. Et ensuite, vous pouvez aller étape par étape vers le processus de la facturation électronique avec la plateforme de paiement que vous aurez choisie. Voilà. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Je laisse tout récupérer au niveau de l'écran. C'est gentil. Alors, effectivement, on a quand même encore un petit peu de temps. En tout cas, on n'a pas de conférences qui suivent dans l'absolu. Donc, on peut se permettre de prendre quelques questions du public. Et notamment, il y en a une qui était arrivée en cours, que je récupère tout de suite. Hop. Voilà. La question du bénéfice environnemental de la dématérialisation de processus métier n'est pas évidente systématiquement. Avez-vous chez Altares quelques chiffres de comparatif d'ACV pour une facturation type avant versus après digitalisation et une estimation du retour sur ACV au fur et à mesure de l'usage de la démat? C'est très technique. Pardon, je pense que Pierre avait présenté des indicateurs. Je me souviens effectivement je crois que c'est le 3e indicateur sur le nombre de factures digitalisées avec le Chorus Pro, mais qu'on peut effectivement assimiler également à la facturation électronique, si je ne me trompe pas, Pierre. Oui, tout à fait, c'est les chiffres qu'on a présentés tout à l'heure, oui, ça Guillaume, soit privé au public. Tu peux parler effectivement de l'incise, de la mesure de Chorus Pro, en fait. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, en prenant en compte Chorus Pro, comme on l'a montré, on arrive à diviser par 2 les émissions, en fait, entre du tout papier et un processus dématérialisé via Chorus Pro, qui est très, très, très mutualisé entre toutes les collectivités. Si chaque collectivité avait dû créer son infrastructure à la Chorus Pro, évidemment, on n'aurait pas gagné grand-chose. Mais aujourd'hui, le fait que ça soit mutualisé, et d'ailleurs, plus ça va aller, plus les émissions vont être réduites. Le coût d'investissement du matériel, s'il est bien géré sur une période de 7 ans, par exemple, 5 à 7 ans, on peut tout à fait maintenir ces équipements. Et bien évidemment, c'est comme pour les équipes, comme l'amortissement comptable. Là, on parle de comptabilité carbone, donc on peut faire effectivement durer les événements et donc réduire encore plus ces émissions, même si ce sont effectivement des matériels, comme on l'a dit au début, physiques et qui demandent des ressources concrètes et minérales. Et je voulais rebondir également sur ce que disaient Gilles et Laurent, c'est sur la qualité de la donnée. En fait, ils ont beaucoup parlé de référentiel, de qualité de la donnée, d'unicité de référentiel, des références d'un interlocuteur, d'une facture, etc. Et ça, c'est absolument fondamental parce que quand vous avez effectivement un quadriplon, pour reprendre l'expression, voire plus, un quadriplon, c'est 4 fois de l'émission de gaz à effet de serre, globalement. C'est-à-dire que vous allez effectivement, et plus encore, puisque vous allez cliquer sur le premier, vous allez vous apercevoir qu'il y en a un deuxième, mais peut-être que vous regardez les 4, mais c'est lequel, donc vous hésitez, vous recliquez. Enfin, derrière, au lieu d'avoir effectivement un clic qui doit effectivement être sur quelques grammes de CO2, vous allez multiplier immédiatement de manière très mécanique votre gaz à effet de serre parce que vous allez activer le serveur dans le data center, donc l'énergie de refroidissement qui va avec, etc., etc. Tout ça parce que la qualité de votre référentiel, il est insuffisant. Et ça, c'est tout à fait, enfin, l'exemple effectivement de la facture et des sirettes, etc., ça c'est basique. Mais dans les collectivités, vous avez par exemple
la bonne indexation des courriers, la bonne indexation. Alors, il y a un autre sujet qui, de toute façon, n'est jamais propre, hein, ça, il faut se le dire, hein, c'est le référentiel CRM, c'est-à-dire relation usagers, par exemple, pour le public. Pour le privé, bah, c'est le CRM, c'est-à-dire la base client, hein, globalement. Et ben, la base client ou la relation usager, en termes de qualité, de mise à jour et de qualité des données en termes d'adresse, de nom, etc., bah, c'est toujours très compliqué. Et là, on est vraiment sur des effets énormes de multiplication de gaz à effet de serre. Donc voilà, je voulais juste insister aussi sur ce volet-là, qui sont des volets en termes d'usage et aussi de priorité d'investissement sur de la qualité. Voilà, voilà. Merci Pierre. Une autre question du public. Le DUNS, le Data Universal Numeric System, est-il une métadonnée indispensable dans le cadre de la dématérialisation? Non, non, je suis honnête avec vous. La démat des factures, c'est pas ce qui est demandé aujourd'hui par les régulateurs. Quoi qu'il en soit, dans les démarches de fiabilisation d'Altares, il est systématiquement inclus. Alors, je vais quand même moduler ma réponse, puisque dans le cadre de relations avec des tiers à l'international, il est relativement fréquent de voir des identifiants locaux, donc le CIRAN local, hein, mal renseignés. Hein. Une bonne raison, hein, c'est que les CRM, par exemple, n'ont peut-être pas la place nécessaire pour mettre un identifiant local allemand. Récemment, le Maroc, enfin récemment, il y a 2-3 ans, le Maroc a créé son référentiel également d'entreprise, le CNE, je crois, c'est ça. Bon, voilà, faut déjà le savoir que c'est celui-là et le demander. Donc nous, on met systématiquement le DUNS. Dans les plateformes de paiement, on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, il n'est pas demandé. Alors, à vérifier, mais je ne sais pas si on peut l'intégrer. Mais en tout cas, en termes de fiable des données, le DUNS number avec des acteurs internationaux, européens, tout simplement, franchement, ça facilite la vie. Merci Laurent. Bah, écoutez, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Si toutefois nos participants en ont d'autres par la suite, ils n'hésitent pas à nous les transmettre et puis on vous en fera le relais évidemment. Encore merci pour votre expertise partagée ce matin. Désolé s'il y a eu un petit retard. Merci également aux participants qui sont restés quasiment toute la matinée, donc c'est super. On a eu aussi des retours très positifs. Merci à vous. Je vous rappelle rapidement le programme de cet après-midi. On se retrouve à 14h pour une conférence dédiée à la loi Rinéo collectivité. Ça a été demandé de la part des participants ce matin, donc je suis sûr que ça intéressera. 14h30, une conférence qui portera sur la GED et l'archivage électronique en particulier. 15h30, pardon, la signature électronique et 16h15 enfin la keynote de clôture. On vous retrouvera Pierre et Guillaume tout au long de cet après-midi et on espère également retrouver nos participants. Merci beaucoup et bon appétit. Avec grand plaisir, Merci bon appétit. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Merci.